Le jour où mon monde s'est écroulé commença par un matin parisien ordinaire de printemps, avec le bruit familier des voitures sur les pavés et l'odeur du café qui montait de la boulangerie d'en bas. Je m'appelle Madeleine, j'ai 63 ans, et pendant 30 années j'ai cru connaître ma famille. Je pensais que l'amour et la loyauté signifiaient quelque chose, jusqu'au jour où mon mari Henri est mort et où j'ai découvert à quel point je m'étais trompée. La lecture du testament eut lieu dans l'étude de Maître Dubois, un notaire âgé aux lunettes qui glissait sur son nez tandis qu'il lisait les documents. J'étais assise dans un fauteuil de cuir usé, les mains entrelacées sur mes genoux, essayant de contrôler mes nerfs. Ma fille Séverine était à mes côtés, vêtue d'un tailleur noir coûteux que je ne me souvenais pas lui avoir vu porter auparavant. Sa posture était rigide, expectative. « Bien », commença Maître Dubois en s'éclaircissant la gorge. « Je procède à la lecture des dernières volontés de M. Henri Moreau. » Mon cœur battait fort. Henri et moi avions été mariés pendant 25 ans. Nous avions travaillé ensemble pour construire une vie, un foyer, un avenir. Naturellement, j'avais supposé que tout serait divisé équitablement, ou que peut-être la plus grande partie me reviendrait, considérant que Séverine avait déjà sa propre carrière d'avocate prospère. « À ma chère épouse Madeleine, » lut Maître Dubois, et je me redressai. « Je lègue la propriété de Seine-et-Marne, route de Fontainebleau, avec tout son contenu. » Je fronçai les sourcils. Cette propriété était une vieille bâtisse délabrée qu'Henri avait héritée de son père des années auparavant. Nous n'en avions jamais rien fait, car elle nécessitait trop de travaux. « À ma bien-aimée fille Séverine, » continua Maître Dubois, « je lègue l'appartement familial avenue Mozart, tous les comptes bancaires, investissements et la somme totale de 6 millions d'euros. » Le monde s'arrêta. 6 millions d'euros. L'appartement où j'avais vécu pendant 25 ans, tout ce que nous avions construit ensemble. Séverine avait tout reçu, et moi, j'avais reçu une propriété qui tombait en ruine. « Il doit y avoir une erreur, » murmurai-je, ma voix à peine un chuchotement. Séverine se tourna vers moi avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Il n'y a pas d'erreur, maman. Papa savait ce qu'il faisait. » Maître Dubois me regarda avec quelque chose qui ressemblait à de la compassion. « Les termes sont très clairs, Madame Moreau. Votre époux a été très spécifique concernant ses volontés. » Nous sortîmes de l'étude en silence. Le soleil d'avril semblait trop brillant, presque cruel. Pendant le trajet de retour à la maison dans le 16e arrondissement, Séverine ne dit pas un mot, mais je pouvais sentir sa satisfaction émaner d'elle comme la chaleur d'un four. Ce soir-là, tandis que je préparais le dîner comme je l'avais fait pendant des décennies, Séverine finit par parler. « Maman, nous devons discuter des arrangements de logement. » Je posai le couteau sur la planche à découper. « Quels arrangements ? » « Eh bien, c'est mon appartement maintenant, et franchement, je pense qu'il est temps que tu aies ton propre espace. » Je la fixai, espérant quelques signes qu'elle plaisantait. « Séverine, c'est ma maison depuis 25 ans. C'est ici que j'ai construit ma vie avec ton père. Papa n'est plus là, » dit-elle froidement. « Et cet appartement est à moi. Maintenant, tu as la propriété. » La propriété n'a pas l'électricité, Séverine, ni l'eau courante. Le toit s'effondre. Elle haussa les épaules, comme si mes problèmes étaient insignifiants. « Alors, il faudra que tu la répares. »« Non, écoute, je ne veux pas que cela devienne désagréable. Je te donne 1 semaine pour faire tes bagages. » Je me sentis comme si j'avais reçu une gifle. 1 semaine. « 1 semaine, » répéta-t-elle, puis elle ajouta avec un sourire glacial. « Considère cela comme une opportunité d'indépendance, maman. Tu as toujours dit que tu voulais plus de temps pour toi. » Les jours suivants furent un tourbillon de confusion et de douleur. J'empaquetais mes affaires personnelles, les photographies de famille, les vêtements qui rentraient dans 2 valises. Séverine supervisait tout comme un faucon, s'assurant que je n'emportais rien qu'elle considérait comme précieux. « Ça non », me dit-elle quand j'essayais de prendre le service de porcelaine que ma mère m'avait donné. « Cela fait partie de la maison. » C'était à ma mère, Séverine. Et maintenant, cela fait partie de mon héritage. Le dernier jour, tandis que je chargeais mes valises dans ma vieille Citroën, Séverine sortit de l'appartement. Elle portait une robe de créateur neuve et des bijoux que je ne reconnaissais pas. « J'espère que tu comprends que ce n'est pas personnel, maman, » dit-elle,
Mais son ton suggérait le contraire. Papa avait évidemment ses raisons pour faire cela. « Et quelles crois-tu que furent ces raisons ?» demandai-je, ma voix se brisant légèrement. Séverine s'approcha de moi et pendant un moment, je pensais qu'elle montrerait enfin un peu de compassion. Au lieu de cela, son expression se durcit. Peut-être parce qu'il s'est finalement rendu compte que tu avais toujours été un fardeau, dépendant toujours de lui, ne contribuant jamais vraiment. Peut-être voulait-il s'assurer que moi, qui ai vraiment fait quelque chose de ma vie, j'ai ce que je méritais. Ces mots me frappèrent comme des balles. Séverine, j'ai sacrifié ma carrière pour t'élever. J'ai quitté mon travail pour être femme au foyer, parce que toi et ton père le vouliez ainsi. Personne ne t'a forcé à faire quoi que ce soit, maman. C'était tes décisions. Je montai dans la voiture, les mains tremblantes. Séverine resta dans l'entrée, me regardant m'éloigner du seul foyer que j'avais connu en tant qu'adulte. Quand j'arrivai à la propriété de Seine-et-Marne, le soleil se couchait. La structure paraissait encore plus délabrée que dans mes souvenirs. La peinture s'écaillait, il y avait des fenêtres brisées et l'escalier du perron vacillait dangereusement. Mais c'était tout ce que j'avais. Cette première nuit, allongée sur le sol sur une vieille couverture, regardant les étoiles à travers un trou dans le toit, je pleurais comme je n'avais pas pleuré depuis mon enfance. Pas seulement à cause de la perte de ma maison, mais à cause de la perte de la fille que je pensais connaître. Les premiers jours dans la propriété furent les plus durs de ma vie. Sans électricité, je dépendais de bougies et d'une vieille lampe torche trouvée dans un tiroir poussiéreux. Sans eau courante, je devais marcher 800 mètres jusqu'à un puits qui fonctionnait encore, portant des seaux qui pesaient plus lourds chaque jour. Mes mains, habituées au confort d'une vie bourgeoise parisienne, se couvrirent d'ampoules et de coupures. Le 3e jour, ma sœur Brigitte m'appela. Sa voix sonnait étrange, distante. « Madeleine, est-ce vrai ce que dit Séverine ?»« Qu'est-ce qu'elle dit ?» demandai-je, bien qu'une partie de moi le savait déjà. « Elle dit que tu as attaqué le notaire quand tu as lu le testament, que tu as crié et fait une scène parce qu'on ne t'avait pas tout laissé. » Le téléphone me sembla lourd dans ma main. « Brigitte, c'est complètement faux. Je n'ai jamais... » Elle dit aussi que tu l'as harcelée, exigeant de l'argent, la menaçant d'engager un avocat pour contester le testament. C'est un mensonge. Ma voix se brisa. « Brigitte, je suis ta sœur. Tu me connais mieux que cela. » Il y eut une pause longue et douloureuse. « Je ne sais que penser, Madeleine. Séverine semblait très bouleversée quand elle m'a appelée. Elle a dit qu'elle avait peur de toi. » Après avoir raccroché, je m'assis sur le parquet pourri de la propriété et pleurai jusqu'à ce qu'il ne me reste plus de larmes. Séverine ne m'avait pas seulement pris ma maison, elle détruisait systématiquement toutes mes autres relations. Le lendemain, ma belle-sœur Margot annula notre tradition du déjeuner du vendredi. « Je pense qu'il vaut mieux que tu prennes du temps pour toi, Madeleine, pour réfléchir aux choses. » Puis, ce fut ma cousine Claire, qui avait été comme une sœur pour moi. « Séverine dit que tu bois beaucoup depuis qu'Henri est mort. Tu devrais peut-être chercher de l'aide. » Chaque appel téléphonique était un poignard. Séverine avait soigneusement construit un récit où j'étais la méchante, la veuve cupide et désespérée qui ne pouvait accepter que son propre mari ne lui fasse pas confiance avec sa fortune. Une semaine après avoir emménagé dans la propriété, Séverine apparut à ma porte. Elle arriva dans une BMW rouge flambant neuve, portant un manteau qui coûtait probablement plus que ma voiture. « Bonjour, maman, » dit-elle avec un faux sourire. « Je suis venue voir comment tu t'adaptes. » Je la regardais à travers la porte grillagée cassée, essayant de traiter sa présence. « Que veux-tu, Séverine ? Ne puis-je pas rendre visite à ma mère ?» Elle rit, mais cela sonnait creux. « Mon Dieu, cet endroit est vraiment un désastre, n'est-ce pas ? Regarde ces fenêtres cassées et ce toit. Tu vis vraiment ici ? Je n'ai pas le choix. Eh bien, il faudra que tu fasses avec. » Elle se rapprocha et baissa la voix. « Tu sais, maman, j'ai parlé à la famille de toi. » Mon estomac se serra. « Qu'est-ce que tu leur as dit ? » Seulement la vérité, que tu as été très amère depuis la lecture du testament, que tu ne peux pas accepter les décisions de papa, que tu as fait des commentaires très désagréables sur moi. Séverine, ce n'est pas vrai et tu le sais.
Elle haussa les épaules. La perception, c'est la réalité, maman. Et la perception, c'est que tu ne gères pas bien le deuil. Au bout de mon 2e mois dans la propriété, j'avais perdu 7 kilos. Mes mains étaient calleuses et rugueuses. Mes cheveux avaient perdu leur brillant et de nouvelles rides étaient apparues autour de mes yeux. Mais il y avait autre chose. Il y avait une dureté qui n'était pas là avant. Un matin, tandis que je balayais les débris du perron, je trouvai une clé étrange, partiellement enterrée sous des planches disjointes. Elle était différente de toute clé que j'avais vue auparavant, lourde et avec un design complexe. Je la tins sous la lumière du soleil, la faisant tourner entre mes doigts. À quelle porte cette clé pouvait-elle bien servir? Cette nuit-là, tandis que les bougies vacillaient autour de moi et que la forêt craquait dehors, j'examinais la clé de plus près. Elle portait de petits symboles gravés que je ne pouvais déchiffrer, et quelque chose me disait que ce n'était pas une clé ordinaire. L'obsession de la clé me consuma pendant des jours. Je la portais dans ma poche en accomplissant mes tâches quotidiennes de survie, ramasser du bois, chercher de l'eau, essayer de réparer les fuites du toit. Chaque nuit, sous la lueur des bougies, je l'examinais, essayant de découvrir son but. Le 4e jour après l'avoir trouvée, je décidai d'inspecter la propriété plus systématiquement. Pendant les mois où j'avais vécu ici, j'avais été trop occupé à essayer de survivre pour vraiment explorer. Maintenant, avec la clé comme motivation, je commençais à chercher toute serrure, compartiment ou cachette qui pourrait correspondre. Je commençais par la cave, un espace humide plein de toiles d'araignée que j'avais évité jusqu'à présent. Armé de ma lampe torche et d'une détermination renouvelée, je descendis les escaliers de bois qui craquaient sinistrement sous mon poids. C'est alors que je la vis. Une petite porte métallique encastrée dans le mur du fond, presque cachée derrière une vieille étagère. Mon cœur commença à battre plus fort tandis que je m'approchais. La porte avait une petite serrure ornementée avec les mêmes symboles gravés que j'avais vus sur la clé. Avec des mains tremblantes, je sortis la clé de ma poche et l'insérai dans la serrure. Elle s'ajustait parfaitement. Le mécanisme tourna avec un clic doux. Malgré les années qu'elle avait probablement passées fermée, la porte s'ouvrit, révélant un petit espace, comme un coffre-fort encastré dans le mur. À l'intérieur se trouvait une épaisse enveloppe Kraft et une boîte métallique plus petite. Je pris les 2 objets avec précaution et remontai les escaliers, mon cœur battant d'un mélange d'anticipation et de peur. Une fois en haut, sous la meilleure lumière que je pouvais obtenir, j'ouvris d'abord l'enveloppe. Elle contenait des documents légaux que je ne compris pas au début. Actes de propriété, cartes topographiques et papiers avec des sceaux officiels de l'État. Mais tandis que je lisais plus attentivement, utilisant une loupe trouvée dans un des tiroirs, je commençais à comprendre ce que j'avais entre mes mains. C'étaient des droits miniers, des droits d'extraction pour toute la propriété où était située la bâtisse, et pas seulement pour la petite parcelle que je pouvais voir, mais pour 80 hectares, s'étendant vers les collines. Ma respiration s'accéléra tandis que je lisais les documents. Selon les papiers datant des années 1920, la famille d'Henri possédait les droits miniers de cette terre depuis des générations. Mais plus important encore, il y avait un rapport géologique récent, daté de seulement 2 ans avant la mort d'Henri. Le rapport indiquait des gisements significatifs de quartz de haute qualité, ainsi que d'éventuels filons de pierres semi-précieuses. Mais ce qui me coupa le souffle fut la dernière page. Une offre d'achat d'une compagnie minière pour les droits d'extraction, 12 millions d'euros. L'offre avait été faite 6 mois avant qu'Henri ne meure, mais selon une note manuscrite dans la marge, il l'avait refusée. « J'attendrai le bon moment », avait-il écrit de son écriture familière. Avec des mains qui tremblaient violemment, j'ouvris la petite boîte métallique. À l'intérieur se trouvait une lettre scellée avec mon nom écrit de la main d'Henri. « Ma chère Madeleine », commençait la lettre. « Si tu lis ceci, cela signifie que tu as trouvé ce que j'ai laissé pour toi. J'espère que Séverine n'a pas été trop cruelle, mais connaissant sa nature, elle l'a probablement été. » Je dus m'arrêter de lire pour essuyer les larmes qui avaient commencé à tomber sur le papier. Je sais que tu te demanderas pourquoi j'ai fait les choses de cette façon. Pourquoi j'ai donné l'appartement et l'argent à Séverine, tandis qu'à toi je laissais cette propriété qui semble ne rien valoir? La réponse est simple. Je te connais, Madeleine. Je connais ta force, ta résilience, ta capacité à survivre et prospérer, même dans les circonstances les plus difficiles.
Séverine n'a jamais eu à lutter pour quoi que ce soit. Nous lui avons tout donné sur un plateau d'argent, et je crains que cela en ait fait quelqu'un que je ne reconnais plus, quelqu'un de cupide, manipulateur, sans vraie compassion pour les autres. Ma respiration était irrégulière tandis que je continuais à lire. Mais toi, mon amour, tu as quelque chose que Séverine n'aura jamais, une vraie force intérieure. Je savais que si quelqu'un pouvait survivre dans cette propriété assez longtemps pour trouver ce trésor, ce serait toi. Considère cela comme une épreuve finale, une que Séverine n'aurait jamais réussi. Les droits miniers de cette propriété valent bien plus que l'appartement et l'argent que j'ai laissé à Séverine, mais plus que cela, ils sont ta liberté, ton indépendance, ton opportunité de vivre le reste de ta vie selon tes propres termes, sans dépendre de personne. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, je ne me sentis ni désespérée, ni abandonnée. Je me sentis puissante. Pendant les semaines suivantes, j'étudiais discrètement le comportement de Séverine. Dans un quartier comme le 16e arrondissement, les nouvelles voyagent vite. Ce que j'entendis ne me surprit pas, bien que cela aurait dû. Cette Séverine Moreau dépense de l'argent comme si cela n'allait jamais se terminer, murmura Madame Dupont dans la file du Monoprix. Elle a acheté 3 voitures le mois dernier. Et ce voyage en Asie qu'elle planifie, ajouta son amie. 2 mois dans les meilleurs hôtels. Cela doit coûter une fortune. Ma nièce travaille chez Cartier, continua Madame Dupont. Elle dit que Séverine y est allée 4 fois, achetant des colliers et des bracelets qui coûtent plus que mon salaire annuel. 6 mois après avoir emménagé dans la propriété, j'avais vendu les droits miniers à la compagnie minière la plus fiable pour 15 millions d'euros, après une négociation soigneuse qui m'assurait également des royalties futures. Mais je gardais ma vie simple, du moins en apparence. Un soir d'automne, je reçus l'appel que j'attendais. « Maman !» La voix de Séverine sonnait petite, vulnérable, d'une manière que je n'avais pas entendue depuis qu'elle était enfant. « Bonsoir, Séverine. »« Maman, j'ai besoin de te parler. Est-ce que je peux venir te voir ? » ?»« Quand ? » ?»« Maintenant, c'est urgent. » 1 heure plus tard, j'entendis le son familier de sa voiture s'approchant par le chemin de terre, mais quand je sortis sur le perron, je vis que ce n'était plus la BMW rouge. C'était une berline d'occasion, probablement de 10 ans. Séverine sortit de la voiture lentement, comme si chaque mouvement lui coûtait un effort. Quand elle s'approcha de la lumière du perron, je pus voir qu'elle avait pleuré. « Maman », commença-t-elle, sa voix se brisant. « J'ai fait des erreurs terribles. »« Entre », dis-je simplement. Elle s'assit dans la chaise que j'avais mise pour les visites, regardant autour d'elle avec des yeux qui semblaient voir l'endroit pour la première fois. « Ce n'est vraiment pas si mal que je le pensais, » murmura-t-elle. « Tu as fait des améliorations. »« J'ai fait ce que j'ai pu. » Elle resta silencieuse pendant un long moment, tordant ses mains sur ses genoux. Finalement, elle leva les yeux vers moi. « Maman, je suis en difficulté. Des difficultés sérieuses. »« Quel genre de difficultés ? » ?»« L'argent. Je dois beaucoup d'argent, plus que je ne peux rembourser. » « Combien ? 400 000 euros. » Sa voix était à peine un chuchotement. Je pensais avoir plus de temps. Je pensais que l'argent de papa durerait toujours, mais j'ai fait des investissements stupides. J'ai acheté, j'ai dépensé sans réfléchir. Et que veux-tu que je fasse ? J'ai besoin de ton aide, maman. Je sais que je ne le mérite pas. Je sais que j'ai été horrible avec toi, mais tu es la seule famille que j'ai. Les larmes commencèrent à couler sur ses joues, et pendant un moment, mon cœur se radoucit. C'était ma fille, après tout. Séverine, il y a 6 mois, tu m'as dit d'aller vivre avec les animaux. Tu m'as appelée vieille pauvre, tu m'as humiliée devant ton père mort, et tu m'as chassée du seul foyer que j'avais connu. Je sais, maman, je sais, et je le regrette tellement. Et tu m'as pris mes photographies de famille, mes vêtements, même le service de porcelaine de ma mère. Tu as dit que je n'avais jamais contribué à rien, que j'avais toujours été un fardeau. Chaque mot que je disais était comme une gifle pour elle. Je pouvais le voir sur son visage, la façon dont elle se recroquevillait à chaque rappel de sa cruauté. Et maintenant, tu viens ici, dans cette propriété que tu considérais comme indigne de toi, me demander de l'aide. Dis-moi, Séverine, qu'est-ce qui a changé ?
Soudain, je suis une bonne mère parce que tu as besoin d'argent? Non, maman, ce n'est pas ça. Je me suis rendu compte de ce que j'ai fait. J'ai eu le temps de penser, de voir comment j'ai traité la seule personne qui m'a toujours aimé inconditionnellement. Ces mots sonnaient sincères, et une partie de moi voulait les croire. Voici mes conditions, dis-je finalement, ma voix ferme et claire. Je te prêterai 500 000 € pour couvrir tes dettes et te donner une petite marge pour recommencer. Maman, c'est plus que ce que j'espérais. Je levai une main pour la faire taire. Je n'ai pas terminé. Le prêt sera à 5% d'intérêt annuel, remboursable en 10 ans. C'est plus généreux que n'importe quelle banque. Mais il y a d'autres conditions. Lesquelles? Pendant les 5 prochaines années, tu travailleras pour moi. Tu viendras ici chaque samedi et tu m'aideras avec les tâches d'entretien de la propriété, le ménage, ce dont j'aurai besoin, sans plainte, sans excuse. Je vis son visage changer légèrement, mais elle acquiesça. D'accord. Et chaque fois que tu viendras, tu me parleras avec respect. Finis les commentaires méprisants ou condescendants auxquels tu m'avais habitué. Tu me traiteras comme la mère que j'ai toujours été, pas comme l'obstacle que tu avais décidé que j'étais. Oui, maman. Enfin, dis-je en me levant et en marchant vers mon bureau, je veux que tu écrives une lettre, des excuses complètes pour tout ce que tu m'as fait. Pas pour moi, mais pour ta propre croissance. Et je veux que tu la lises à voix haute à toute la famille lors de la prochaine réunion de Noël. Séverine pâlit. Maman, c'est humiliant. Humiliant? Je la regardais directement dans les yeux. Tu trouves humiliant de devoir t'excuser d'avoir humilié ta propre mère? Elle baissa les yeux, honteuse. Non, tu as raison, je le ferai. Les mois suivants établirent une routine. Séverine venait chaque samedi, travaillait sans plainte, et graduellement, nous commençâmes à avoir de vraies conversations. Pas les interactions superficielles d'années passées, mais des conversations honnêtes sur la vie, sur les erreurs, sur ce qui comptait vraiment. Un samedi d'automne, tandis que nous ramassions les feuilles, elle me surprit avec une question directe. « Est-ce que tu me pardonneras vraiment un jour, maman ?» Je m'arrêtai, m'appuyant sur mon râteau. « Séverine, le pardon n'est pas quelque chose que j'accorde ou que je retiens comme un prix. C'est quelque chose qui arrive naturellement quand je vois de vrais changements. Et en as-tu vu? Des changements réels ?» Je la regardais, cette femme de 40 ans qui avait redécouvert l'humilité de la manière la plus difficile. « Oui, j'en ai vu. Mais plus important, je crois que tu en as vu aussi. » Elle acquiesça, essuyant une larme. J'ai tellement honte de la personne que j'étais. N'aie pas honte du passé, Séverine. Utilise-le pour être meilleur dans l'avenir. Noël arriva et avec lui, la première réunion de famille depuis mon exil. Séverine avait tenu sa promesse et écrit une lettre complète, s'excusant non seulement auprès de moi, mais aussi auprès de toute la famille pour les mensonges qu'elle avait répandus sur moi. Quand elle l'a lu à voix haute dans le salon de ma sœur Brigitte, avec toute la famille présente, le silence fut absolu. Je pus voir des larmes dans les yeux de plusieurs parents qui avaient cru ces histoires et m'avaient tourné le dos. Ce printemps-là, exactement 1 an après avoir trouvé la clé dans la propriété, je pris une décision importante. Il était temps de révéler ma vraie situation, mais je le ferais à ma manière. J'achetai une belle maison dans les Yvelines, avec vue sur la vallée de la Seine. Elle n'était pas ostentatoire, mais elle était élégante, confortable et entièrement mienne. Quand Séverine arriva pour son samedi habituel de travail et trouva la propriété vide avec une note la dirigeant vers ma nouvelle adresse, son choc fut complet. « Maman, dit-elle, quand elle arriva à ma nouvelle maison, qu'est-ce que tout cela? »« C'est ma maison, répondis-je simplement. Mon vrai foyer. »« Mais comment? L'argent que tu m'as prêté, ta situation financière ?» Je souris, l'invitant à entrer dans la cuisine spacieuse où j'avais préparé du thé. « Séverine, te souviens-tu de la propriété que tu pensais ne rien valoir? »« Oui. Il se trouve que ton père savait quelque chose que ni toi ni moi ne savions au début. Cette terre contenait des droits miniers très précieux. Très précieux. » Je vis comment elle traita cette information, comment son expression changea de la confusion à la compréhension, puis à quelque chose que je ne peux décrire que comme un mélange d'étonnement et de respect. « Tu veux dire que papa savait ?»
Ton père savait exactement ce qu'il faisait. Il savait que tu gaspillerais l'argent liquide, mais que j'aurais la patience et la sagesse de découvrir le vrai trésor qu'il m'avait laissé. » Séverine resta silencieuse longtemps. Finalement, elle leva les yeux vers moi. « Alors, tu n'avais jamais besoin de mon argent. Tu aurais pu me laisser subir les conséquences de mes actions. »« Oui, j'aurais pu. Pourquoi ne l'as-tu pas fait ?» Je m'approchai d'elle et posai ma main sur la sienne. « Parce que malgré tout ce qui s'est passé, tu restes ma fille, et parce que je croyais que la personne que tu étais autrefois existait encore quelque part en toi. » Les larmes commencèrent à couler sur ses joues. « Je ne le mérite pas. »« Peut-être pas, » dis-je doucement. « Mais l'amour d'une mère ne se base pas toujours sur ce qu'on mérite. » Cet été-là, Séverine finit de rembourser son prêt 3 ans avant l'échéance prévue. Elle avait reconstruit son cabinet d'avocate avec une approche complètement différente, se spécialisant dans l'aide aux familles en crise financière. Elle disait que c'était sa façon de rendre service. Un soir, tandis que j'étais assise sur ma terrasse, observant les lumières de la vallée en contrebas, je réfléchis à l'année extraordinaire qui s'était écoulée. J'avais perdu une famille qui me tenait pour acquise et gagné le respect d'une fille qui avait appris à me valoriser. Henri avait eu raison. J'étais plus forte que quiconque n'avait pensé, y compris moi-même. Et parfois, la plus grande victoire n'est pas d'obtenir ce qu'on veut, mais de découvrir qu'on avait déjà tout ce dont on avait besoin pour être heureuse. Cette nuit-là, regardant les étoiles dans le ciel paisible de l'Île-de-France, je compris enfin la leçon qu'Henri avait voulu m'enseigner. La vraie richesse ne se mesure pas en euros ou en biens matériels, mais dans la capacité à transformer l'adversité en sagesse, la douleur en force, et l'abandon en liberté. Mon téléphone sonna, interrompant mes pensées. C'était Séverine. « Maman, je voulais juste te souhaiter bonne nuit et te remercier. » « Pourquoi ? » ?»« Pour ne pas avoir renoncé à moi, pour avoir vu quelque chose en moi que je ne pouvais pas voir. » Après avoir raccroché, je restais assise dans le silence de la nuit, me sentant plus complète que je ne m'étais sentie depuis des années. Henri avait eu raison. J'étais plus forte que quiconque n'avait pensé, y compris moi-même. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne, commentez ci-dessous de quelle ville vous êtes et répondez-moi. À ma place, qu'auriez-vous fait ? Votre message peut égayer la journée de quelqu'un.